les salaires moyens, même les salaires des 90% de la population, ont augmenté ces 30 dernières années moins vite que les plus riches. Et c'était pas comme ça pendant les 30 Glorieuses. Quand vous avez des patrons qui gagnent 66 millions d'euros à l'année, ce qui était le salaire de Tavares, qu'est-ce que vous voulez que vous disent les salariés? Après, c'est le bruit de fond qu'on entend dans les débats. Il a pour but de dire, regardez, la différence entre le brut et le net est trop élevée. Si on retirait 2-3 lignes de cotisation, vous auriez directement du pouvoir d'achat. L'État joue déjà son jeu. C'est aux entrepreneurs maintenant de jouer aussi leur jeu. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. En 2025, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média. C'est un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Alors merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Vous le savez, notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi au programme cette semaine, le travail ne paie pas assez pour les Français. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? C'est parti. 77% des Français jugent que le travail ne paie plus en France selon un sondage BFM. 4 Français sur 10 considèrent que travailler davantage ne permet pas de gagner plus et toujours selon ce sondage, 46% estiment que les gains supplémentaires restent marginaux et n'ont qu'un impact très limité sur le niveau de vie. Ça la fout mal pour les libéraux, mais ils ont trouvé une explication, l'écart entre le brut et le net. Je cite BFM, les Français pointent d'abord l'inflation, jugée responsable de la perte de pouvoir d'achat pour 63% d'entre eux, et le coût du travail pour les employeurs, 60%. 7 Français sur 10 jugent globalement que le modèle social, à savoir les cotisations, pèse trop sur les salaires. Bah oui, mettons la lumière sur les cotises, ça permet de masquer une réalité. Depuis 30 ans, le SMIC a à peine doublé, alors que les ultra-riches ont multiplié leur fortune par 14. Peut-être que ça viendrait de là, je dis ça, je dis rien, mais la rente et l'héritage, ou encore être actionnaire et toucher des dividendes sur le dos des salariés, eh bien, ça paie bien plus que le travail en France en 2026. Thomas, on va revoir un peu tout ça. Les Français estiment donc que le travail ne paie pas assez. Est-ce que ce résultat de ce sondage fait écho à une réalité économique? Oui, ils ont raison. Alors après, ça dépend de là où on habite, mais vous habitez dans une grande ville, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre statut, même si vous êtes cadre, ce qui devrait être vous mettre à l'abri en fait du besoin, vous vous rendez compte que les fins de mois peuvent être difficiles parce que si vous commencez à travailler, aller après un bac plus 5, vous gagnez un peu plus de 2 000 euros. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez vous loger dans un studio ou dans un 2 pièces en banlieue lointaine. Donc il y a un sentiment très clairement de déclassement qui est dû à la hausse des prix de l'immobilier. Et si on regarde aussi tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes, les abonnements téléphoniques, la carte, le pass Navigo qui a augmenté, les dépenses qu'il faut pour les abonnements, etc., on se rend compte que oui, aujourd'hui, les salaires sont trop faibles et on comprend ce sentiment qui se voit dans ce sondage. 40% pensent que travailler plus ne permet pas d'améliorer significativement son niveau de vie et 46% pensent que si, mais que l'impact est faible. C'est vrai ça aussi? Oui, ça c'est vrai parce que en fait, vous travaillez plus juste pour maintenir votre niveau de vie, pas pour avoir un meilleur niveau de vie. En fait, les gens aujourd'hui, face à l'inflation qui a augmenté les prix alimentaires très fortement, on va en reparler, face aux dépenses contraintes que j'ai dit, à la hausse des loyers et du prix de l'immobilier, les gens travaillent plus juste pour maintenir le même niveau de vie. Donc il y a un véritable problème sur les salaires. Mais ce problème sur les salaires, il ne concerne pas la France, il ne concerne pas que la France, il concerne l'ensemble des pays riches en Europe et aux États-Unis, et quel que soit finalement leur modèle social, leur cotisation sociale, on va en discuter après. Mais c'est un vrai problème et principalement dans toutes les grandes villes, le logement est un vrai problème. La campagne de New York s'est fait beaucoup sur l'encadrement des loyers parce que les gens n'arrivent plus à se loger à New York, et c'est quasiment le cas aussi à Paris. Au cours des 3 dernières années, 57% des actifs déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat, 37% disent qu'il a un peu augmenté, autant que l'inflation donc est stable. Qu'est-ce que toi, tu as analysé sur le pouvoir d'achat ces dernières années? On l'a souvent dit ici. Ce qui s'est passé, alors même si on prend ces 15 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu des politiques d'austérité qui ont plombé l'activité et qui ont fait que ça a été un argument qui a été mis en avant dans les entreprises pour ne pas augmenter les salaires en disant, vous savez, la situation économique est difficile, on ne pourra pas augmenter. Et puis, vous avez eu le Covid et après le Covid, vous avez eu l'inflation.
quand il y a eu l'inflation, nous, ici, on a tout de suite dit qu'il fallait absolument protéger les plus bas salaires. Le SMIC est indexé sur l'inflation, mais qu'il fallait aller beaucoup plus haut, au moins jusqu'au salaire moyen, pour protéger les plus fragiles. Ce n'est pas ce qui a été choisi comme politique. Donc, les prix ont fortement augmenté. L'inflation cumulée sur l'alimentaire, c'est 20%. L'inflation cumulée globale, c'est 10%. Avec des inégalités, parce que quand vous utilisez votre voiture, vous dépendez plus des prix de l'essence et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les salaires n'ont pas suivi. Et là, ils sont en train de rattraper en moyenne, après coup. Donc les gens ont dû s'adapter. Ils ont consommé différemment, ils ont budgétisé, ils ont fait des efforts. Et aujourd'hui, vous avez, pour certains, en moyenne, les salaires qui rattrapent petit à petit. Mais pour d'autres, on est encore très loin. Et si on faisait la perte de pouvoir d'achat de certains ces 5 dernières années, je pense qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat énormément. C'est-à-dire que leur salaire a peut-être stagné, mais comme les prix ont augmenté, ils peuvent avoir perdu 500 euros parfois de pouvoir d'achat. Et c'est une somme quand même importante, y compris quand on gagne au-dessus du salaire moyen, on est quand même impacté. Puis il y a eu un choc dans le sens où même si ça rattrape un tout petit peu aujourd'hui et pas pour tout le monde, tu l'as bien dit, il faut bien le préciser, il y a quand même eu un choc, c'est-à-dire que ces 2-3 années où l'inflation était forte, il y a eu des problèmes peut-être d'endettement, des petits crédits à faire ou même un découvert qui est stagnant et qu'on a du mal à rembourser. Quoi. Bien sûr. Et une situation, et là tu fais bien de le dire, une situation où les gens, même en budgétisant au maximum, même en allant dans des supermarchés discount qui coûtent moins cher, un événement qui pouvait arriver, je sais pas, une machine à laver qui claque, un pneu à changer, une réparation sur une voiture, et tout de suite, ils basculent dans les découverts, parfois dans les crédits à la consommation, qui vont peser beaucoup plus tard sur leur consommation parce qu'ils devront rembourser ces prêts-là. Bon, maintenant, on va s'attaquer à pourquoi le travail ne paie plus quand même. Comme je disais, ces résultats peuvent servir des agendas, notamment libéraux. On pourrait conclure qu'il faudrait travailler plus ou plus longtemps, on connaît la musique, ou alors qu'il faudrait réduire l'écart entre le brut et le net. C'est ce qu'on a vu sur BFM, par exemple, et même c'est le sondage après, les questions d'après, parce qu'on sait que les questions dans les sondages, ça permet aussi d'avoir les réponses qu'on veut. Mais on le sait bien, ce que les Français gagnent d'un côté, par exemple une baisse des cotisations et un salaire net qui augmente sur la fiche de paye, ils le paient très cher ailleurs, santé moins remboursée, services publics affaiblis, on l'a déjà dit ici. Thomas, est-ce que s'attaquer au modèle social, c'est aussi pour ne pas aller chercher d'explications ailleurs, notamment dans le modèle libéral et moins redistributif? Alors là, tu as entièrement raison de pointer du doigt ce type de questions qui amènent des réponses qui sont télécommandées. On l'a vu la semaine dernière avec le PIB par habitant, oui, on devient moins riche parce qu'on ne travaille pas assez, voilà, parce que la productivité n'est pas bonne, il faut qu'on travaille plus, et là, il faut qu'on réforme plus les retraites. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on nous dit, écoutez, 70% des Français, c'est très grave, on n'a aucun point de comparaison, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, mais 70% des Français jugent que leur salaire ne leur suffit pas à vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un micmac entre le brut et le net pour que les gens aient plus de pouvoir d'achat. Et ça prend dans la population, c'est répété. Mais quand on est un peu sérieux et qu'on regarde, qu'on fait des comparaisons avec les États-Unis, qui est un pays qui a vraiment un différentiel entre le brut et le net très faible, parce qu'ils ont un système de retraite privé et par capitalisation, ils ont un système de santé 100% privé. Quand on interroge des Américains, des recherches parfois plus poussées que ce sondage-là, vous avez quasiment 70% des Américains qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à vivre avec leur salaire. 70, le même score. Et si vous répliquez cette étude dans d'autres pays européens qui n'ont pas le même modèle social que nous, ils vous disent la même chose. La réalité, c'est quoi? C'est que les salaires moyens, même les salaires des 90% de la population, ont augmenté ces 30 dernières années moins vite que les plus riches. C'est ça qui s'est passé. Oui, faut le dire. Et ce n'était pas comme ça pendant les 30 Glorieuses. Et ça s'est passé dans tous les pays. Pourquoi ça s'est passé dans tous les pays? Parce que depuis les années 80, s'est développé un système qui favorise les riches. La financiarisation, les dividendes, ceux qui ont des actions, qui placent et tout. Ils gagnent beaucoup plus d'argent et ça, ce n'est pas leur salaire. C'est des placements financiers, vous voyez, ou des appartements. Qui s'auto-nourrissent d'eux-mêmes. La mondialisation a permis d'exercer une concurrence sur les salaires, une austérité. Toujours en disant, on ne peut pas augmenter vos salaires parce que vous savez, à côté, c'est moins cher, on va délocaliser. Et il y a aussi l'austérité salariale, parce que rappelons-le, il y a tout un tas de secteurs où les salaires n'ont pas augmenté, et ce sont des secteurs qui ne sont pas en concurrence avec l'étranger. L'aide à la personne, les salaires dans l'hôtellerie, etc., ils n'ont pas augmenté alors qu'ils ne sont pas soumis à la concurrence. Donc là, on voit bien qu'encore une fois, c'est une question
d'austérité salariale qui s'est installée dans les esprits et qui sert une partie de la population qui s'enrichit avec ça. Oui, parce que tu l'as dit, la manière dont est tourné le sondage est très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que le travail ne paie pas assez? Pourquoi? Enfin, on l'a dit. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà, et après, c'était les causes de pourquoi le travail ne paie pas assez. Donc, il y a d'abord l'inflation, le coût du travail pour les employeurs, bon, ça, on voit la petite musique. Après, ça dépend, hein, sur les PME, les TPE, on l'a dit, le, entre guillemets, coût du travail, ou plutôt l'inégalité des charges, ou des cotisations plutôt. Les entreprises privilégient les profits ou les actionnaires au détriment des salaires. C'est la troisième raison évoquée, et c'est pas dans les gros titres de BFM. Ensuite, le modèle social, entre guillemets, le modèle français de protection sociale est trop généreux et prélève trop sur les salaires, c'est le quatrième. Mais le sondage a décidé d'ensuite orienter ces questions là-dessus en disant regardez votre différence entre le net et le brut, c'est ça. Il y en a qui n'étaient pas au courant, il y en a qui pensaient plus, il y en a qui pensaient moins. Et ensuite, les questions sur le modèle social se multiplient sur ce sondage. On vous invite à aller le voir, de toute façon c'est sur BFM, et on vous mettra aussi le lien du sondage. Mais ça montre quand même qu'il y a une volonté d'orienter sur les causes de pourquoi les Français ont ce sentiment que le travail ne paie pas assez. Sauf qu'on voit bien qu'en fait, les Français, ils ne sont pas dupes, là. Mais tout à fait, les Français y répondent très très bien. Et leurs réponses sont cohérentes. Après, c'est le bruit de fond qu'on entend dans les débats, l'éditorialisation du débat, qui se fait un peu partout aujourd'hui. Et on voit bien en fait que le débat aujourd'hui, il a pour but de dire, regardez, la différence entre le brut et le net est trop élevée. Si on retirait 2-3 lignes de cotisation, vous auriez directement du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une façon de demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Donc on passe là-dessus, c'est-à-dire vaut mieux tuer le modèle social, comme ça les entreprises n'ont rien à faire. Et puis, disons-le, hein, je veux dire, aujourd'hui, heureusement que l'État est là, hein, parce qu'il donne quand même dans les bas salaires, il donne des aides. Hein. Si vous êtes 2 smicards avec 2 enfants, vous avez une aide de l'État en plus de 600-700 euros qui vous est versée. Donc, l'État joue déjà son jeu. C'est aux entrepreneurs maintenant de jouer aussi leur jeu. Et je veux dire, vous êtes dans une entreprise, tout le monde le voit. Dans des entreprises, vous le voyez bien. Je veux dire, on a souvent parlé des très grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui représentent quand même 50% des salariés. Tous les gens voient très bien dans ce type d'entreprise que la direction a des primes plus élevées, a des salaires plus élevés, et que chaque fois qu'on a une évaluation annuelle, on dit aux gens, écoutez, on ne va pas pouvoir trop vous augmenter. Je veux dire, quand vous regardez des études très, très sérieuses qui ont été faites sur des grosses entreprises qui représentent quand même 25% des salariés, l'écart de salaire entre les plus pauvres et les patrons était de 80 dans les années 70. Aujourd'hui, il est de 200 à 300. Quand vous avez des patrons qui gagnent 66 millions d'euros à l'année, ce qui était le salaire de Tavares, qu'est-ce que vous voulez que vous disent les salariés et qu'en plus, parfois, on délocalise. On voit très bien qu'il y a un problème de partage. On le voit très bien dans l'entreprise. Justement, hein, tu m'avances, mais j'ai les chiffres. Par exemple, en 2023, sur les 153,6 milliards d'euros de bénéfices records des entreprises du CAC 40, ce sont les actionnaires qui ont mangé la plus grosse part du gâteau, avec 67,8 milliards d'euros de dividendes et 30,1 milliards d'euros de rachat d'actions. La part consacrée à la rémunération du travail dans la valeur ajoutée, elle diminue, hein, tu viens de le dire. Elle est passée de 61 à 51% dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. C'est ce que montre Oxfam en 2023. Et l'Organisation internationale montre aussi que entre 2011 et 2021, la dépense par salarié a augmenté de 22%, alors que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57% pour ces entreprises. 22, 57, je remets bien les chiffres à côté. Et elles ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Et pour les PDG, tu le disais, entre 2011 et 2021, les PDG des 100 plus grandes entreprises françaises cotées ont vu leur salaire augmenter de 66% contre 21% pour les salariés et 14% pour les smicards. C'est toujours les chiffres d'Oxfam, c'est très bien documenté. Donc tous les chiffres montrent, on l'a dit plein de fois, que les riches s'enrichissent, que les pauvres s'appauvrissent, et ces dividendes records dont on vient de parler. En fait, finalement, la conclusion, c'est que le travail ne paie plus car il y a un accaparement de la valeur ajoutée créée dans les entreprises. Bien sûr. Alors déjà, il y a tout un tas de choses. Il y a eu déjà une croyance économique de dire qu'il fallait complètement, tout le temps, compresser les coûts pour être plus compétitif. Nous l'avons fait avec des mesures comme le CICE et avec d'autres mesures. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il faut aujourd'hui le dire, ça n'a pas fonctionné. Nous avons fait des lois travail pour que justement on puisse faire en sorte de compresser les coûts du travail quand il y avait des problèmes dans l'entreprise. Et c'est toujours en fait le salarié qui a pris le choc finalement. Il y a un problème, c'est lui qu'on licencie. Il y a un problème, c'est à lui qu'on demande de ne pas pouvoir augmenter les salaires cette année pour telle ou telle raison. Et même parfois, on a demandé à des gens de travailler plus sans augmentation de salaire. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement voulait faire aussi en supprimant les jours de congé, mais ce qui est rendu possible aujourd'hui par les lois travail. Donc il y a eu vraiment un ajustement qui a été pris entièrement par le salarié et tes chiffres le montrent bien. Alors maintenant, on te met toujours en avant
la TPE qui a 3 salariés ou le micro-entrepreneur qui, lui, effectivement, paye des charges élevées, mais il ne faut pas être dupe là-dessus. Et les petites entreprises, leur premier problème, c'est aujourd'hui le carnet de commandes. C'est ça qu'elles veulent. Et pourquoi elles n'ont pas de carnet de commandes ? Parce qu'il y a tellement peu de pouvoir d'achat et de possibilités d'aller dans du loisir, des restaurants, etc., que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, on peut dire qu'on compresse encore plus ses salaires, mais ce qui peut être bon pour une entreprise ne va pas être bon pour l'ensemble des entreprises parce qu'il y aura moins de consommation. Ça, c'est la première chose. Et puis après, les micro-entrepreneurs, il y en a beaucoup qui préfèrent être salariés, mais les entreprises ne veulent pas les prendre comme salariés parce que là, elles doivent payer des cotisations, elles doivent payer des congés payés, etc. Donc, elle dit, mets-toi en auto-entrepreneur, puis je te recrute à l'heure, j'ai besoin de toi 6 heures là, 5 heures là, etc. Donc, ça arrange tout le monde. Donc, il y a plein de micro-entrepreneurs qui, en fait, devraient être salariés, à commencer par ceux qui travaillent pour Uber, puisque ça a été prouvé 1 million de fois que Uber, en fait, il y a une forme de hiérarchie entre la plateforme et les gens qui travaillent pour cette plateforme. Donc ça, c'est la première des choses. Donc la réalité aussi, c'est que l'ubérisation de l'économie qui a été prônée par Macron a amené à la précarisation du travail, à la baisse de la productivité, mais aussi à la baisse des salaires. Je fais juste une petite parenthèse sur Uber, parce que la semaine dernière, il y a une actu qui est sortie, c'est la Revue 21, le média indépendant qui a sorti ça, qui ont trouvé un courrier de l'URSSAF adressé à Uber, qui leur réclame une fraude à 1,7 milliard d'euros, en disant que les chauffeurs Uber devraient être salariés et donc avoir des cotisations dessus, donc c'est bien de le rappeler. Puis quand tu parles des TPE, des PME, il y a aussi le fait qu'elles subissent une concurrence internationale énorme. Par exemple, on prend souvent l'exemple du petit café qui a le Starbucks en face, qui joue d'une pub incroyable et en plus ne paye pas d'impôts en France et a beaucoup moins de cotisations, c'est montré. Les grandes entreprises payent moins d'impôts que les PME. Et la deuxième chose aussi, c'est que l'État n'investit dans plus rien, ne fait plus de grands plans économiques ou industriels et donc, en effet, les PME souffrent d'un manque de carnet de commandes parce que l'État n'investit plus en elles aussi. Exactement. Et j'ajoute, tu as entièrement raison. Et je rajoute une chose, c'est qu'en fait, les PME travaillent souvent pour les grandes entreprises. Et quand les grandes entreprises vont un peu mal, il y a des délais de paiement, elles compressent pareil les parties prenantes. Donc, elles négocient à la baisse les tarifs, etc. Donc, il y a vraiment un lien aussi d'entraînement entre ces grandes entreprises et ces petites PME qui dépendent très fortement de l'activité des grandes entreprises. Et il y a des exemples pour ça. Moi, j'aime bien montrer des exemples concrets et on a l'habitude d'en parler. Mais il y a l'entreprise Emma France qui était la dernière usine auto du 93, qui était un sous-traitant de Stellantis, donc Tavares qu'on vient de voir avec le salaire mirobolant du PDG, qui a fermé et a laissé 300 familles sur le carreau l'année dernière puisque Stellantis a décidé de s'en débarrasser pour aller produire ailleurs. On connaît bien le schéma, alors que Stellantis a bénéficié de subventions, d'aides aux entreprises, de baisse d'impôts. Enfin, on connaît à force la chanson ici, surtout si vous regardez toutes les semaines. Dernière chose aussi, réduire l'écart de salaire entre le brut et le net. C'est la proposition du RN pour dire on est du côté des salariés, on est du côté du pouvoir d'achat. Ça montre aussi que l'extrême droite aussi veut protéger le modèle libéral en proposant cette solution. Ça, c'est sûr. De toute Au-delà façon, de ne pas avoir de connaissance économique. Il y a une alliance de plus en plus forte, on le voit bien, il y a une alliance de plus en plus forte entre les libéraux classiques qui nous ont fait croire, enfin pas à nous, mais qui ont fait croire pendant un certain nombre d'années que c'était des gens très ouverts sur les questions des mœurs, sur l'immigration, etc., mais qu'ils étaient juste des libéraux économiquement. Et là, on voit une alliance très forte qui est faite entre les libéraux et l'extrême droite. C'est déjà le cas aux États-Unis, hein. C'est déjà le cas aux États-Unis où des journaux comme Washington Post, qui appartiennent au patron d'Amazon, n'avaient pas donné de consigne de vote pour la première fois parce que le patron d'Amazon était en bis-bis avec Trump pour des baisses d'impôts. Donc on voit très bien que là, il y a une alliance très forte là-dessus. Donc moi, je pense que le RN va s'en prendre au modèle social. On est sur une voie qui a été ouverte par Trump et par Milley, et les gens regardent de ce côté-là. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les retraites, les pensions vont diminuer, où les gens vont travailler plus longtemps. Et ça, il faut que les classes populaires qui votent pour le RN y songent. Et ça veut dire que la question de la santé, des médicaments, des remboursements, on va devoir y toucher, hein, parce que c'est ça. Et aussi le chômage, c'est-à-dire que là, on a parlé de 300 familles qui ont été licenciées. Il y a beaucoup de bassins industriels qui ont basculé à l'extrême droite aujourd'hui. Ces familles-là, sous une France de l'extrême droite, auront beaucoup moins de prestations chômage que sous une France de gauche. Ouais, tu fais bien de le dire parce que le rappelle aussi que le vote RN, il y a une partie classe populaire, mais aussi une partie classe bourgeoise, justement pour protéger ses propres intérêts, parce que la classe, on va dire les libéraux, sont beaucoup moins en danger sous une France d'extrême droite que sous une France de gauche. C'est bien pour ça qu'il y a eu autant de blocages ces dernières années de la part d'Emmanuel Macron et toute sa clique, si je peux me permettre. Oui, tout à fait.
Pour revenir à le travail ne paie pas assez, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi comme stratégie économique, comme planification, parce que c'est un mot qui fait peur au gouvernement, pour justement que le travail paie plus, qu'il soit plus reconnu? Non, mais la vraie question, c'est... Alors, souvent, certains vont vous dire qu'il faut taxer les plus riches et tout. Moi, je suis vraiment pour aussi, hein. Mais après, il y a toute la question en amont des facteurs de différentiel de salaire qu'il faut réimposer dans des grands groupes qui gagnent déjà, commencer par là, hein, dans des grands groupes qui gagnent des millions ou des milliards, on ne peut plus avoir un écart de salaire moyen et de salaire d'un PDG de 300, c'est plus acceptable. Je veux dire, dans les années 70, on était vraiment au début à 40, 80, là, 300, c'est plus acceptable. Donc ça veut dire qu'à un moment, la valeur globale créée doit être mieux partagée. Et après, il y a aussi, bien sûr, tu l'as bien dit, la question du partage des bénéfices qui vont trop aux actionnaires. Ce n'était pas le cas avant. Et avant, c'était 40% d'actionnaires. Le reste était divisé entre investissement et salariés. Et aujourd'hui, tu l'as bien dit, on dépasse les 70%. Et ça non plus, ce n'est pas acceptable. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. En 2025, beaucoup d'entre vous ont franchi le pas pour la première fois en soutenant le média et c'est un soutien historique qui va nous permettre d'investir tout au long de 2026. Alors merci à celles et ceux qui en font déjà partie. Et pour les autres, il est encore temps de rejoindre l'aventure et de soutenir le média durablement via l'abonnement ou un don mensuel. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.